C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le nouveau gouvernement ivoirien dévoilé ce mardi. Peu de changements ont été opérés. Le nouveau Premier ministre Robert Begré-Mambé, nommé hier, a maintenu à leur poste un bon nombre de ministres. Les détails dans un instant. La mission de stabilisation de l'ONU a commencé à se retirer de 2 de ses camps dans la région de Kidal au Mali. Cette région est le théâtre d'une escalade de violence. Nous ferons le point avec notre correspondant régional dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous irons dans le nord du Bénin. Vous verrez que la communauté Peul est souvent victime de stigmatisation dans cette région où les djihadistes sévissent. Reportage à suivre. C'est un remaniement à minima avec très peu de changements. Le nouveau Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a conservé à leur poste la quasi-totalité des ministres du gouvernement de son prédécesseur Patrick Achit. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. Il était attendu, le remaniement vient d'être annoncé ici en Côte d'Ivoire et la quasi-totalité des ministres à des postes régaliens conservent leur fauteuil. Le changement majeur, c'est l'arrivée du Premier ministre Robert Begré-Mambé, annoncé hier, qui obtient également le portefeuille ministériel des sports. Lui qui avait organisé avec succès les Jeux de la francophonie en 2017 sera très attendu sur l'organisation de la CAN d'ici la fin de l'année. Il remplace Paulin Dagneau, qui avait été très critiqué suite à l'inondation du stade Ebimpe lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Mali au mois de septembre. Alors Robert Begré-Mambé, qui est ingénieur de métier, occupait auparavant le poste de ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Il avait été aussi par le passé, entre 2005 et 2010, le président de la commission électorale indépendante. Et puis ce fidèle de Ouattara est le numéro 3 du parti, le RHDP. Il remplace ainsi Patrick Achit au poste de Premier ministre. Autre nomination importante, celle d'Adom Kwaku Ouaja, le ministre des Affaires étrangères. Il prend la suite de Kandia Camara. Elle a été élue la semaine dernière en tant que présidente du Sénat. C'est une marque de confiance de plus du président Alassane Ouattara à cette fidèle parmi les fidèles. Alors d'autres ministres comme celui de l'Environnement ou encore celui de la Réconciliation nationale ont également été remplacés. Et le premier Conseil des ministres avec cette nouvelle équipe se tiendra ce mercredi à 11h du matin à Abidjan. Au Mali, la mission de stabilisation de l'ONU a annoncé avoir commencé à se retirer de 2 de ses camps dans la région de Kidal ce lundi. Cette région est le théâtre d'une escalade militaire entre différents acteurs armés qui se disputent le contrôle du territoire. Notre correspondant régional, Serge Daniel, revient sur les modalités de ce retrait et la situation sécuritaire dans la région. Écoutez. Alors, il faut savoir que la mission de l'ONU au Mali est un peu entre le marteau et l'enclume, entre les groupes armés et le gouvernement malien, chacun l'accusant de rouler pour l'autre. Et de son côté, la mission répond non, nous sommes neutres, notre souci, c'est d'obtenir les autorisations nécessaires pour plier bagages. Alors, les casques bleus sont en train de plier bagages actuellement dans les localités de Tessalit, à Guelok et ensuite Kidal. En principe, à fin octobre, au lieu de 15 novembre initialement prévu, dans le nord-est du Mali, la MINUSMA aurait effectué son retrait de cette région. Mais il est clair qu'elle ne pourra pas emporter tout le matériel. Elle a donc commencé par détruire le matériel non transportable, dont des blindés et des munitions ainsi que des explosifs. Alors, quelle est la situation sécuritaire, Serge ? La situation sécuritaire est très tendue. L'armée malienne et ses partenaires russes du groupe Wagner d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les groupes armés rebelles regroupés au sein de la coalition dénommée CSP-PSD. Et ils entendent chacun entend contrôler les emprises abandonnées par la MINUSMA, ce qui fait qu'il y a une ligne de front mobile. Et ce mardi, par exemple, des tirs d'obus ont été entendus vers la localité d'Anéfis. C'est une localité contrôlée par l'armée malienne et les combattants du groupe Wagner. Et depuis 3 jours, il faut l'ajouter que dans la région de Kidal, dans une autre localité qui s'appelle cette fois-ci Tessalit, il y a des tirs également vers la piste d'atterrissage de la ville. Et c'est l'armée malienne qui fait venir des avions bourrés d'hommes et d'armes, et les rebelles de leur côté qui tirent pour empêcher, sans succès pour le moment, ce pont aérien. Comment expliquer le silence du comité de suivi des accords d'Alger ?
Alors, pour les diplomates interrogés, tout a été fait pour que les belligérants arrêtent les combats. Mais personne n'accepte pour le moment parce que chacun espère gagner. Mais en revanche, il y a une initiative locale, une initiative citoyenne dirigée par un ancien président de l'Assemblée nationale, Aline Diallo, qui a décidé d'aller voir chaque belligérant pour que les armes arrêtent de parler. L'appel au soutien des Palestiniens, l'Algérie a appelé par la voix de son ministre des Affaires étrangères la communauté internationale à agir d'urgence pour venir en aide aux opprimés. Ahmed Attaf s'exprimait lors de la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains et nordiques à Alger. Écoutez-le. L'Algérie réitère son entière solidarité avec ses frères palestiniens et appelle la communauté internationale à agir d'urgence pour venir en aide aux opprimés et aux persécutés et pour mettre fin à cette agression et à la relance du processus de paix. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, vers un second tour au Libéria, le président sortant George Weah et l'opposant Joseph Boakai sont au coude à coude. Ils sont tous deux très largement en tête du premier tour, selon des résultats provisoires publiés par la commission électorale. Ce naufrage en République démocratique du Congo, une embarcation a coulé sur le fleuve Congo dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays. Le bilan est d'au moins 47 morts et un nombre indéterminé de disparus. Et puis toujours en République démocratique du Congo, le retrait de la MONUSCO validé par l'ONU. Le Conseil de sécurité a accepté d'un commun accord de lancer les bases de ce retrait demandé par le président Félix Tshisekedi et son gouvernement. Les inondations qui ont touché le sud-est du Ghana ont fait plus de 8000 déplacés. De nombreuses personnes restent bloquées en raison des routes inondées. Des opérations d'intervention d'urgence sont en cours dans les zones touchées. Je vous propose d'écouter des sinistrés au micro de notre correspondant Justice Baïdou. Ma maison et tous mes biens ont été emportés par l'inondation. Le président était là, mais il n'a rien pu dire qui puisse soulager mon cœur. Je suis handicapée et j'ai besoin d'aide. Et les inondations ont aggravé ma vie, car je suis devenue un fardeau pour la personne qui s'occupe de moi. On part à présent dans le nord du Bénin, une région confrontée depuis 3 ans à des violences terroristes. Les attaques ont fait une 40aine de morts parmi les civils et une 20aine de militaires. À cause de ces violences, la communauté Peul est particulièrement stigmatisée. Elle serait victime d'amalgames et souvent assimilée aux groupes djihadistes, car pour recruter, ces groupes armés terroristes exploitent des tensions locales liées au conflit entre éleveurs et agriculteurs. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Talé. Département du Borgou, dans le nord du Bénin. Ici, à proximité du village Peul de Gougounou, les voies d'accès à ce plan d'eau et aux zones de pâturage sont fermées aux éleveurs et à leur bétail depuis près de 3 ans. Les agriculteurs ne respectent pas les couloirs parce que pour eux, ils sont en train de dire que les éleveurs n'ont pas droit à la terre. Et ils viennent installer des champs partout, sur les couloirs de passage, à côté des retenues d'eau. Les défrichements et les cultures sont pourtant interdits autour des zones de pâturage, selon le code pastoral béninois. À Gabéry, un autre village d'éleveurs Peul, où il y a eu des affrontements meurtriers en 2020, le chef du village attend toujours un papier officiel accordant cet espace à sa communauté. En présence des autorités, les agriculteurs ont dit qu'ils nous laissent cet espace, mais nous n'avons toujours pas reçu les papiers qui le confirment. Il faut que les gens sachent que le domaine est pour nous, sinon des conflits peuvent se répéter. La raréfaction des ressources naturelles, conséquence du dérèglement climatique, envenime les relations entre les communautés. Les éleveurs n'ont pas de pitié, ils envoient leurs moutons dans nos champs. J'en ai parlé au chef de village pour qu'il en parle aux propriétaires des moutons, mais ça continue. Les Peuls disent qu'ils sont traités comme des étrangers. Dans ce campement de Biliba, les populations sont sédentaires depuis près de 40 ans. Je lance un appel aux autorités car aujourd'hui les Peuls ne sont plus en sécurité. Nous sommes trop maltraités. Les sentiments d'injustice, d'impunité et d'abandon exprimés par la communauté Peul créent un terreau fertile
exploitée par les groupes d'extrémistes selon certains leaders Peul. Tu as été victime. On a tué ton papa, ta maman, tes frères, mais il n'y a pas eu de règlement. Bon, quelqu'un vient te proposer quelque chose où tu, peut-être, sans le savoir, tu te perds pour aller là-bas. C'est l'ignorance souvent qui fait que les gens vont de ces côtés-là. Leur présumée présence massive dans les rangs des groupes armés terroristes en ferait des victimes de discrimination et d'arrestations abusives. Je demanderais, n'est-ce pas, d'accélérer les choses, les procédures, ceux-là qui sont innocents, qu'on puisse vraiment les libérer. Pour faire baisser les tensions entre les cultivateurs et les éleveurs, le Bénin a renforcé en juin dernier son arsenal juridique en matière de transhumance. L'objectif, sédentariser les éleveurs nomades. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Oussi, merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait se faire. Et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.